Je m'appelle David Milne. J'ai 60 ans. Je vis à Hermine Point, sur la côte d'Aberdeen, depuis 30 ans. J'ai emménagé dans cette maison en 1992 et mon voisin, c'est Donald Trump. Le temps est radieux aujourd'hui. Si vous aimez jouer au golf, vous avez le Trump Clubhouse juste là. Selon Google Maps, c'est à 250 mètres. C'est tout près. Malheureusement, ça ne devrait pas être là. Pour moi, c'était un domaine protégé. C'était un terrain magnifique. Donald Trump jette son dévolu sur ce terrain au nord-est de l'Écosse en 2006 et il aimerait bien que David Milne lui vende sa maison. Il arrive avec une offre, et puis un coup il vous menace, un coup il essaie de vous intimider. Ce n'est pas une négociation normale. Pour être honnête, on n'a pas négocié parce qu'ils nous ont fait une offre et on a juste dit non. Et puis un jour, ils ont planté ces arbres, des épicéas de Sitka juste à la limite du terrain, encore plus près même à l'origine. Ils ont planté des haies pour nous bloquer la vue. Je pense que l'objectif, c'était de nous avoir à l'usure. On s'opposait à eux depuis un certain temps, mais ils ont compris que c'était inutile. Derrière les haies, le chantier commence en 2007. I purchased the land. We are intending to build the greatest golf course anywhere in the world. We think we can do that on this piece of land. It's a very special piece of land. Après plus de 6 ans de bras de fer avec les riverains, Now nobody knew Trump could do that, right? Donald Trump inaugure son golf en grande pompe le 10 juillet 2012. L'entrepreneur américain promet alors de créer des milliers d'emplois. On nous avait annoncé 1250 emplois permanents. Actuellement, il y en a 77. La maison de David Milne tient toujours debout, mais le constat est amer. Donald Trump, ce n'est que du flanc, de la com. L'expression que j'utilise, c'est du plaqué or. Ça a l'air beau de loin, ça sonne bien, mais ça ne tient pas la route. Il faut se méfier de ses promesses. Il vous promet la lune, et au final, tout ce que vous aurez, ça sera de la camelote. Pourtant, Donald Trump se vante d'être un maître dans l'art du deal. Comprenez, dans l'art de négocier. I've been doing deals for a long time. I've been making lots of wonderful deals, great deals. That's what I do. I do hundreds of deals. The deals come out of my ears, and they're good deals. Most of them are phenomenal deals. I'm trying to make a good deal. It's all I do my whole life. Le milliardaire américain en a même fait un argument électoral. We need a leader that wrote the art of the deal. Une méthode soi-disant imparable en affaires, comme en diplomatie. I love deals, and I used to hear the toughest of all deals is peace with Israel and the Palestinians. Mais au-delà de la com, en quoi consiste cet art du deal? En 2 mots, il triche. Dans les affaires, le style de Trump, c'est d'être une brute. Sa seule tactique, c'est tout pour la marque, pour le positionnement. Et surtout cette question, la négociation à la méthode Trump est-elle efficace? Parler le premier, formuler des demandes disproportionnées et attendre de voir ce qui se passe. Trump l'a toujours dit, avec lui tout est écrit noir sur blanc. La négociation est un art qui a ses règles et ses principes. Le premier d'entre eux, suivre son instinct, comme il l'explique dans son émission de télé-réalité The Apprentice. I've always felt my best deals were made with my instinct, not anything else, with my instinct. Avant tout, faire des deals est un talent inné. Ça requiert une certaine intelligence, mais c'est surtout une question d'instinct.
À l'entendre, c'est même uniquement grâce à son instinct qu'il a pu s'offrir son plus beau coup, la construction de la Trump Tower, un immeuble imposant de 58 étages sur la 5e avenue, au cœur de New York. Dans les années 80, New York sortait d'une période très sombre de déclin, où régnait la criminalité, la corruption et les problèmes financiers. C'est l'époque de l'appât du gain. Et Donald Trump a émergé comme l'un des fondateurs à l'origine de ce nouveau New York. En 1979, Donald Trump flaire la bonne affaire sur la 5e avenue, l'avenue la plus prestigieuse de Manhattan. Un jour, il lisait un magazine économique, je crois, et il a remarqué qu'un grand magasin avait fait faillite. L'immeuble était situé pile sur la 5e avenue. Trump a immédiatement saisi l'opportunité. Il venait de rénover un grand hôtel, le Commodore, juste avant ça. Mais ça, c'était son premier projet rien qu'à lui. Et il voulait lui donner une touche personnelle. Et c'est dingue, mais il n'a pas sorti $1 de sa poche pour construire cette tour. Il l'a acheté 25 millions de dollars. C'était un incroyable deal. Le jeune entrepreneur a l'intention d'en faire un gratte-ciel très luxueux. The windows of this building forever look out upon a place of peace and prosperity. Congratulations. Thank you. Very nice. Very, very nice. Something that I've always loved. I've had an ability at it. I love designing great buildings, building great buildings, and financing them. And it's just something that's worked out so well for me. Trump Tower and so many others have become really sort of legendary buildings and landmark buildings. La vitrine de sa réussite, il en confie la construction à Barbara Ress, avec qui il va travailler pendant 18 ans. Il était très grand, beau et charismatique. Il avait l'air très sûr de lui, avec beaucoup d'assurance. Beaucoup trop, à vrai dire. You love me. You love me. That's nice. I love you too. Thank you. Thank you very much. Have a good time. Il voulait que ce soit le grand luxe, pour la partie commerciale comme pour les bureaux. Tous les sols, tous les murs étaient en marbre italien, un marbre rose corail. C'était clinquant, avec des miroirs partout, partout. Il voulait que ce soit un symbole de fortune, de sa fortune, mais aussi que ce soit le reflet de son talent de tout transformer en or. La Trump Tower, ça c'est du génie, parce que c'est la première fois que le nom que porte l'immeuble correspond totalement à ce qu'il représente. Pour réduire les coûts, Donald Trump n'hésite pas à menacer les entrepreneurs avec qui il travaille. Pendant qu'il parlait à ses entrepreneurs qui voulaient le traîner en justice pour défaut de paiement, il a sorti une photo et il a dit « Ça, c'est mon avocat. Vous voulez vraiment affronter ce gars-là » Il les menaçait avec cette photo dans sa poche, celle de l'avocat le plus corrompu de New York. Cet homme, c'est Roy Cohn, l'un des avocats les plus sulfureux du pays dans les années 80, très prisé par les hommes d'affaires de l'époque, comme l'explique l'un de ses clients, Benson Ford Jr. I hired Roy Cohn because he is a tough son of a bitch.
C'est Cohn qui a appris à Trump à toujours frapper 100 fois plus fort que l'autre, d'être toujours dans l'attaque. L'idée, c'est que pour réussir dans les affaires, pour faire carrière, il faut être sans pitié. Il faut s'imposer dans la négociation et ne jamais reculer. Ce que j'ai appris avec lui, c'est de ne jamais, jamais avouer quoi que ce soit. Ne rien avouer, jamais. Ne jamais s'excuser, c'est une règle chez Donald. Donald Trump va compiler toutes les leçons de son mentor dans un livre, The Art of the Deal, qui va très vite devenir un best-seller. I think making a deal is an art form because, number one, it's really something to a large extent, and I express this in the book, that you're born with. You have it or you don't have it or whatever. And if you don't have it, I say it very clearly, don't make deals. Ce qui comptait le plus pour lui, c'était son image et comment les gens le percevaient. Il voulait qu'on le voie comme quelqu'un de brillant, un excellent homme d'affaires. Et en fait, c'était exactement ça ce qu'il renvoyait dans le livre. En tout, il s'est écoulé à près de 3 millions d'exemplaires. Les plateaux de télévision s'arrachent l'entrepreneur. Ladies and gentlemen, please welcome the author of this book right here, Trump, The Art of the Deal, Donald Trump. Pourtant, il n'en a pas écrit une ligne. Is there something you do want? No, I just want to keep doing what I'm doing. I mean, I'm on your show, your fantastic show, you're a star in my book, everyone's talking about it. I know. Trump n'a pas écrit ce livre. Il a fait des entretiens avec un auteur nommé Tony Schwartz. Et Schwartz a écrit le livre. Et Schwartz a admis plus tard avoir inventé une bonne partie du récit. Trump ne l'a même jamais lu. Après ça, quand The Art of the Deal est devenu un best-seller, on l'a vu comme un négociateur de génie. Alors qu'en réalité, si on s'intéresse de près à ces deals, c'est pas vraiment ça. Mais la réalité compte pas, c'est l'apparence qui compte, c'est l'image. Une image de vainqueur pour prendre l'ascendant. Règle numéro 2. Exploiter un rapport de force. Nobody uses leverage better than me. Je suis le premier à admettre que je suis très compétitif et que je ferai presque tout ce qui est en mon pouvoir pour gagner. En 1980, Trump jette son dévolu sur la propriété de Mar-a-Lago, au cœur de Palm Beach, en Floride. C'était devenu complètement délabré et le gouvernement l'avait saisi pour vendre. Je crois que c'était estimé à 25 millions de dollars. Il est arrivé avec sa manière habituelle, hyper agressive, et il a fait une offre à 15 millions. Pour prendre le dessus et arriver à ses fins, Donald Trump trouve un moyen de jouer avec les nerfs des propriétaires. Il s'est rendu compte qu'il y avait un coup à faire parce que le terrain en bord de mer, devant Mar-a-Lago, était à vendre. Il a sauté sur l'opportunité et il l'a acheté. Et ensuite, comment voulez-vous vendre un bien de luxe si vous avez un voisin comme Donald Trump qui peut construire juste en face de vous et vous gâcher la vue? La méthode fonctionne. Il achète finalement la propriété 8 millions de dollars avec un prêt, un joli coup exposé à la télévision. Je veux vous montrer ce qu'il vient d'acquérir. La propriété de Marjorie Merriweather, avec 150 pièces, 56 chambres, à Palm Beach. Comment avez-vous fait? Ça a dû vous coûter un bras. Mar-a-Lago a été un deal très réussi pour Trump. Il a transformé cette propriété abandonnée en machine à cash, avec un club privé et des frais d'inscription astronomiques. Mar-a-Lago est estimé aujourd'hui à 350 millions de dollars.
45 ans plus tard, changement de décor. Cette fois-ci, il ne s'agit plus d'acheter une propriété privée, mais un gisement de minerais, des terres rares dont regorge l'Ukraine. Après 3 ans de guerre, le pays et son président sont exsangues. Mais pas question pour Trump de changer de méthode, y compris le principe numéro 3, dénigrer son adversaire. Parfois, conclure une affaire implique de dénigrer la concurrence. He refuses to have elections. A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Gotta move fast. La méthode de Trump aujourd'hui, c'est la méthode qu'on voit classiquement. C'est une méthode, je dirais, quasi mafieuse d'extorsion. C'est pour faire une image, c'est le grand dans la cour de récréation qui menace le petit et qui veut lui piquer son portable. Pour être sûr de signer son deal, Trump va aller jusqu'à humilier Zelensky en direct devant les caméras du monde entier. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. I watched it live, and my reaction was, "Oh my God." Je l'ai vu en direct et je me suis dit, oh mon Dieu, Donald Trump recommence. Mais dans 2 semaines, ils vont devenir amis. Et c'est ce qui s'est passé. Et vous savez, j'ai pas été surpris du tout. C'est la méthode de Donald Trump. I think what President Trump Je crois que le président Trump a dit à Zelensky dans le bureau ovale avant que la réunion n'explose « Vous êtes ici pour signer un accord sur les terres rares. Cet accord garantira le partenariat stratégique et économique entre les États-Unis et l'Ukraine pour les 20 à 50 prochaines années. » Cela a contrarié les États-Unis qui avaient investi des milliards de dollars, de nombreuses armes et même potentiellement leur propre armée dans ce conflit, que Zelensky ne soit pas reconnaissant. La scène provoque une onde de choc mondiale. Mr. President, is there no deal? Mais Trump obtient exactement ce qu'il voulait. L'accord est signé le 30 avril 2025. On n'avait jamais vu ça avec les présidents précédents, qu'ils soient républicains ou démocrates. Avant, il y avait un respect envers les dirigeants étrangers. Vous savez, même entre Reagan et les dirigeants de l'Union soviétique à l'époque de la guerre froide. Il semble y avoir chez Trump un manque total de respect pour le système juridique, pour la Constitution, pour les dirigeants étrangers. En fait, pour quiconque est en désaccord avec lui. Que ce soit en politique étrangère ou en politique intérieure, nous voyons Trump revenir sans cesse à la même stratégie. Faire du spectacle. C'est une victoire automatique pour Trump, quelle qu'en soit l'issue. En bon communicant, Trump sait aussi que dans tout spectacle réussi, il y a des surprises. Il faut casser les codes. Thinking outside of the box is something that is very much of a cliché, but if you really want to be successful, that's how you're going to have to do. Parfois, ça vaut le coup d'être un peu sauvage. Le 2 avril 2025, dans la roseraie de la Maison-Blanche, devant un parterre d'ouvriers triés sur le volet, le président américain prend de court le monde entier. My fellow Americans, this is Liberation Day, waiting for a long time. In a few moments, I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Tel un professeur, chiffre à l'appui, il fait voler en éclats des décennies de relations commerciales, y compris avec ses alliés. European Union, they're very tough, very, very tough traders. You know, you think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. 39%
we're going to charge them 20%. La plupart des Américains et des citoyens du monde entier ne sont pas économistes. Ils ne comprennent pas le fonctionnement du commerce mondial. Mais lorsque le président Trump présente cette affiche, comme il le fait en expliquant les disparités entre les États-Unis et nos adversaires, et même nos alliés de l'Union européenne en matière de commerce bilatéral, c'est grâce à cela que le peuple américain a pu saisir la situation à laquelle les États-Unis sont confrontés. Il commence par des exigences grandioses, bien supérieures à tout ce que quiconque pourra jamais satisfaire. Il formule des exigences colossales. Et puis il dit, si ça vous plaît pas, c'est fini. Les gens sont pris au dépourvu et c'est une tactique de négociation formidable. Elle fonctionne à merveille à chaque fois. Lorsqu'il a présenté le Liberation Day, il était clair que ça allait semer le chaos. C'est d'ailleurs l'un de ses grands objectifs. Ça allait le maintenir et le consolider au centre de l'attention, un autre de ses grands objectifs. Et enfin, ça allait bouleverser les choses, au point que quelque chose d'important allait se produire. Ça pourrait être un échec, ça pourrait être un succès, peu importe, du moment que Trump restait en haut de l'affiche. This is CNN Breaking News. On commence avec cette information de Wall Street. La bourse est en train de chuter depuis environ 30 minutes. Dès le lendemain, les bourses du monde entier dévissent. Le président américain avait-il anticipé cette chute? En tout cas, il met ses annonces sur pause, tout en augmentant de 10% les droits de douane pour tous les pays du monde. Trump cherchait des solutions instantanées avec les droits de douane. Il a effectivement obtenu un effet immédiat et une réaction immédiate, mais pas le résultat escompté, car ce n'est pas possible dans un monde aussi interconnecté. La plupart des pays cherchent désormais à renégocier avec les États-Unis. Nos adversaires et nos alliés ont décidé qu'ils voulaient s'asseoir à la table des négociations. Les États-Unis ont perçu des milliards de dollars de recettes supplémentaires grâce à ces politiques tarifaires. Je ne sais pas si Trump a pensé aux conséquences immédiates. L'effondrement du marché boursier, la flambée du prix des œufs, toutes ces choses qui l'ont poussé à prendre justement ces mesures. Mais encore une fois, si le but est de prendre une mesure uniquement pour faire parler, et que personne ne vérifie ensuite si la mesure est réellement mise en œuvre, alors pourquoi ne pas faire le show devant les caméras? Trump le revendique. Son art du deal est aussi efficace dans les relations internationales que dans le domaine économique. Lors de son premier mandat, en 2017, il a voulu en faire la démonstration avec un dossier des plus sensibles, la Corée du Nord. I'll be meeting with Kim Jong-un to pursue a future of peace and security for the world, for the whole world. Et pour obtenir l'abandon du programme nucléaire nord-coréen, Trump va appliquer ses principes à la lettre. D'abord, dénigrer son adversaire. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. Il commence par lancer des attaques virulentes, des insultes, stratégies et tactiques typiques de Donald Trump. The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. Ensuite, comme toujours, suivre son instinct. I think within the first minute, I'll know. Just my touch, my feel. That's what I do. How long will it take to figure out whether or not they're serious? I said maybe in the first minute. When we start to do a deal with someone,
Quand il commence à faire une négociation, il sait dès le début si ça va marcher ou pas. Il se fie à ses premières impressions, à son instinct, et tout ça semble guidé par l'écho que ça pourra avoir. Mais Kim Jong-un résiste. Les 2 premières rencontres ne donnent rien. Alors Trump décide de sauver les apparences en cassant les codes. Alors qu'a fait le président Trump? Il a dit « Je serai le premier président de l'histoire des États-Unis à franchir la zone démilitarisée entre les 2 Corées ». C'est un excellent symbole du point de vue de Trump. La zone démilitarisée est un lieu emblématique, surtout pour les Américains à cause de la guerre de Corée. Et Trump savait que cela aurait un impact considérable. Je pense qu'il a bien utilisé la presse car il a bénéficié d'une grande publicité. Mais au final, personne ne s'est soucié du contenu réel des discussions entre les 2 dirigeants. Il ne restera de cette tentative de négociation que cette image. Aucun deal ne sera jamais signé entre Donald Trump et Kim Jong-un. En ce qui concerne les objectifs que les États-Unis souhaitaient atteindre avec la Corée du Nord, je ne pense pas que nous ayons obtenu de gains substantiels. Ils continuent à développer leur capacité nucléaire. Kim, lui, savait exactement ce qu'il voulait. Il pouvait se concentrer sur la réalisation de ses objectifs. Alors que tout ce que Trump avait en tête, c'était de faire un deal. Parce que c'est tout ce que Trump a toujours voulu. C'est sa vie, conclure des accords. Mais nous l'avions convaincu de ne pas signer un deal à tout prix. Et Trump a vu que Kim ne lui en donnait pas assez. Du coup, il n'y a pas eu d'accord. Rien n'a changé dans l'attitude de la Corée du Nord. Mais du point de vue de Trump, c'est une victoire importante, car il a pu se présenter comme celui qui a réussi à casser les codes et à créer une relation qui n'existait pas auparavant. Donald Trump, c'est uniquement la forme. C'est pour ça, quand je vois beaucoup d'intellectuels qui faisaient partie de son premier gouvernement et qui ont fini par se lasser, par partir, parce qu'ils espéraient une synthèse entre le fond et la forme, ils n'ont jamais compris que tout était uniquement une question de forme. Il n'y a que ça qui compte. Reparler à Vladimir Poutine, promettre de transformer Gaza en station balnéaire. Depuis sa réélection à la Maison-Blanche, la méthode Trump ne varie pas. Les autres dirigeants accordent-ils encore du crédit à sa parole? L'essentiel est peut-être que son électorat, lui, continue d'y croire.